Salut chers auditoris. Nous sommes arrivés au 2e épisode de mon week-end à Étanges-Grande, dans lequel se déroulait le festival des genres de l'imaginaire Étranges-Grande consacré à Tolkien et la fantasy d'une façon plus générale. Si vous avez écouté le premier épisode, vous avez entendu une première table ronde qui était très intéressante. Je suis allé à une deuxième table ronde, j'en ai fait pas plus, parce que j'ai fait plein d'autres choses. Je pense que les autres tables rondes seront diffusées sur la chaîne YouTube de Étranges-Grande, et je vous mettrai un lien dans la description. Alors, vous allez assister maintenant à une table ronde, tout simplement titrée Tolkien. Elle a été animée par la grande Stéphanie Nico, créatrice des Imaginales, écrivaine, éditrice, enfin elle a tout fait, et c'est quelqu'un qu'on croise partout et qui compte vraiment dans le soutien aux littératures de l'imaginaire. Et elle a un sacré métier, donc vous allez voir, elle anime extrêmement bien cette table ronde qui accueille, pour commencer par la plus jeune personne, Pauline Loquin, donc, qui est traductrice et qui travaille donc justement sur Tolkien. Lionel Davoust, grand écrivain de fantasy, un gars fascinant. Et puis l'universitaire Anne Besson, universitaire essayiste, qui a beaucoup écrit sur Tolkien et que vous retrouverez dans des tas de podcasts. Je vous mettrai un lien vers sa page. Et puis vous pourrez aller picorer. En tout cas, ça a été extrêmement émouvant de rencontrer cette personne. Voilà, donc j'ai pas osé aborder les autres. Je suis très timide. Mais en tout cas, vous allez vous régaler. Et comme d'habitude, il y a des choses extrêmement passionnantes qui ont été dites durant cette table ronde et probablement assez inédite. Et on remercie encore le festival Étranges-Grande d'avoir provoqué cette rencontre. Allez, c'est à vous, petit générique, et on écoute la table ronde. Présence à cette table ronde qui porte sur Tolkien, sa vie, son œuvre, évidemment. Vous savez tous que c'est le 50e anniversaire de sa mort, et les dates, pour symboliques qu'elles soient, servent toujours à parler des personnages qui nous intéressent et parfois qui nous passionnent. Dans le cas de Tolkien, évidemment, même si ensuite on pourra en discuter, ce sont les deux, ils nous passionnent et ils nous intéressent. Donc, la première chose que je voulais dire, que le festival a choisi tout simplement, c'était Dick l'an dernier, excusez du peu, et cette année c'est Tolkien. Donc on va ici évidemment rencontrer plein de jeunes auteurs et de jeunes autrices, la nouvelle génération. Le festival est à l'écoute de ces nouvelles générations et ces nouvelles plumes tout à fait passionnantes que vous pouvez découvrir sur les différents stands et en signature, mais aussi évidemment rendre hommage à ceux sans qui les genres littéraires que nous aimons, et en particulier la fantasy, n'existeraient pas, en tout cas, existeraient sans aucun doute différemment et avec un moins grand écho public, à la fois en littérature et à la fois dans les différents médias comme le cinéma et les séries. J'ajouterai que je suis chargé donc d'animer cette table ronde que les organisateurs ont intitulé en toute simplicité Tolkien, sa vie, son œuvre. Vous aurez quand même bien senti que c'est évidemment un hommage, mais aussi un peu taquin. Un peu taquin, vu que la formule est quand même un peu dévaluée et bien connue. Et donc, c'est sous cet auspice que je placerai notre table ronde, parce que parler de Tolkien, c'est rendre hommage au maître, mais c'est aussi peut-être s'interroger
sur parfois un poids un peu fort sur la littérature de fantasy, et en particulier sur la fantasy dite épique. J'ai donc, pour en parler, choisi, avec l'accord de nos amis des Transgrandes, 3 intervenants, dont 2 sont des intervenantes. Anne Besson, chercheuse, professeure à l'université d'Artois, qui a réussi ce doublé exceptionnel qui consiste à être un pur produit de l'excellence universitaire et à la fois une vulgarisatrice sollicitée, aussi bien par France Culture que par le gratuit 20 minutes. Là aussi, j'essaie de mettre une touche d'humour dans l'hommage que je rends à ma première intervenante, Anne Besson. Je pense qu'on avait besoin, et derrière elle, il y a toute une génération qui s'active et qui construit. On avait besoin d'universitaires qui ouvrent la route à toute une génération, là aussi, pour réfléchir, penser nos littératures. Et donc Anne Besson fait partie de ces chercheuses qui est aussi présente beaucoup dans les festivals, qui fait ce travail de vulgarisation, et je l'en remercie au nom du festival, et je la remercie d'être venue. Je cite rapidement, parce qu'on pourrait en citer beaucoup, les collaborations, les ouvrages qu'elle a publiés, La fantaisie et les légendes médiévales, Historien Le Point 2019, ou sous sa direction, parmi les nombreux colloques qu'elle a animés, Game of Thrones, un nouveau modèle pour la fantaisie, point d'interrogation. Elle a obtenu, entre autres, le prix spécial du jury des Imaginales. Lionel Davoust a été traducteur, interprète, blogueur, essayiste. Je vous recommande son Comment écrire de la fiction, point d'interrogation, chez Argile, qui en est à sa 2e édition, ce qui est quand même très bon signe pour un texte d'essai récent. C'est avant tout quand même, Lionel, un écrivain de fantaisie. On lui doit une pentalogie de fantaisie post-apocalyptique inspirée de la guerre de 100 ans, donc avec sa Jeanne d'Arc, évidemment. Et puis, il a obtenu le prix du Elbakin.net du meilleur roman francophone pour cette série, en tout cas le premier tome, le prix imaginaire découverte des petits mots des libraires, très joli titre pour un prix, et le prix imaginal de la nouvelle Excusez du peu. La plus jeune de la bande, c'est Police Loquin. Elle est Pauline, je suis un lapsus révélateur, Pauline Loquin, qui ne fera pas la police ici, qui est traductrice, qui a mené des études de traduction, comme je l'ai vu, et qui travaille depuis 2021, c'est ça ? Oui, 2021. Voilà, sur les traductions, la révision des traductions anciennes de Tolkien, et donc on va aussi réfléchir sur comment et pourquoi reprend-on les traductions passées d'un écrivain en général et en particulier d'un maître comme Tolkien. C'est pas trop terrible quand on est une jeune traductrice de se voir confier Pauline Loquin à tel travail? C'est un peu effrayant en effet, mais quand on est bien entouré, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bien, on va y revenir plus en détail. On va évidemment commencer par poser une question de base à Anne Besson. Anne Besson, parlez-nous de la place de l'auteur dans l'histoire du genre et ce qu'il a apporté d'original à la fantaisie. Alors c'est déjà une vaste question, puisque la place de Tolkien dans l'histoire du genre de la fantaisie, elle est absolument massive, elle est même un peu écrasante, hein, comme tu tendais à le dire. La fantaisie, à l'évidence, ne serait pas la même, et peut-être ne serait-elle pas tout court, sans Tolkien, puisque elle existait avant lui, hein, elle naît à la fin du 19e siècle en Angleterre, et donc il y a déjà un certain nombre d'auteurs qui écrivent des choses qu'aujourd'hui on considère comme de la fantaisie, à commencer par William Morris ou E.R. Edison, qui le serpent Ouroboros. Vous le trouvez là dans la salle, j'ai vu que la collection Calidor était là. Donc il y a de la fantaisie avant Tolkien, hein, sauf qu'elle est très très mal identifiée, et c'est vraiment avec Le Hobbit en 1937 et surtout Le Seigneur des Anneaux en 1954-55 que les contours du genre vont se faire nettement plus nets pour un plus grand public. Et en particulier, encore 10 ans plus tard, en 1965, au moment de son édition en poche aux États-Unis, où là, ça devient un phénomène de société. Tous les jeunes gens lisent Tolkien, c'est un énorme best-seller sur les campus de la contre-culture américaine, sur fond de guerre du Vietnam, etc. Et là, c'est vraiment parti. La fantaisie telle qu'on la connaît aujourd'hui naît à ce moment-là du désir de ce public de lire davantage d'ouvrages comme ceux qu'a écrit Tolkien. Et à l'époque, on en identifie
s'identifie pas tellement. Et il faut aller puiser justement dans un patrimoine du genre qui est devenu totalement inaccessible, inconnu, et qui est à ce moment-là réédité. C'est Tolkien, c'est le succès de Tolkien qui permet la réédition, la redécouverte de tout ce qui avait été fait avant, et qui lance l'énorme mouvement de la fantasy avec les premières sagas de fantasy post-Tolkien, qui ressemble beaucoup là, à ce moment-là, vraiment beaucoup à du Tolkien, comme Shannara, si vous voyez, si vous avez même, il y a eu une série il y a quelques années, et de Terry Brooks. C'est vraiment de la photocopie de Tolkien. Ou c'est le Seigneur, Donjons et Dragons, au milieu des années 70, dont Tolkien n'est pas la seule inspiration. Donc voilà, c'est lui qui est vraiment à l'origine de ce déploiement de la fantasy à partir des années 70. Et il y avait un autre bout dans la question, je ne sais plus. Ça, c'était la place de Tolkien dans le début de l'histoire du genre. Absolument. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous connaissions, mais je pense que ça éclaire une partie du public, en tout cas, sur cette place et cette histoire, et pourquoi une telle audience aujourd'hui, au-delà du talent indéniable de l'écrivain. Là, je m'adresse à, justement, l'écrivain Lionel Davoust. Comment un écrivain de fantaisie épique d'aujourd'hui, Lionel Davoust, se positionne-t-il et doit-il se positionner face à Tolkien? Fichtre. Comme l'a dit très justement Anne, l'influence de Tolkien est absolument massive et colossale dans l'histoire du genre, donc je pense qu'il est impossible, quand on est auteur ou autrice de fantasy, de ne pas réfléchir à la question. Et ça va être une réponse de Normand, ce qui est de mauvais goût quand on est breton, mais la réponse est éminemment personnelle. Tolkien a eu cette immense influence sur le genre, comme le dit Anne, son œuvre a sculpté le domaine, et derrière, il y a eu un certain nombre de réactions à Tolkien. Je pense notamment à Michael Moorcock, qui, à travers la saga du champion éternel, aspire à une fantaisie un peu plus, on va dire, un peu plus cradingue, un peu plus viscérale. Il y a eu un certain nombre de mouvements et de conversations, mais en fait, tout ça, finalement, sont des réactions à Tolkien, soit pour s'inscrire dans le sillage et dans la mouvance du genre, soit en réaction contre. Donc, d'une manière ou d'une autre, il est là. Et c'est quelque chose qui a duré extrêmement longtemps. Brandon Sanderson, aux Utopia, il y a quelques années, avait une phrase que j'aimais bien en disant, en fait, les auteurs et autrices de fantasy aujourd'hui ont grandi en se nourrissant des auteurs qui ont eux-mêmes grandi en se nourrissant de Tolkien. Donc, l'influence de Tolkien a effectivement donc infusé dans la contre-culture, elle a infusé dans toute la culture geek au sens large. Tu évoquais Donjons et Dragons, de manière générale, et Tolkien et la Terre du Milieu a codifié ce qu'on appelle le médiéval fantastique. Maintenant, la fantasy, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Disons qu'il est, je pense, beaucoup plus facile aujourd'hui de faire de la fantasy qui ne s'inscrit pas dans le médiéval fantastique. Pendant très longtemps, la fantasy, c'était le Medfan, point. Aujourd'hui, avec l'évolution et le temps et la perspective historique, on se rend compte qu'il faut faire beaucoup plus de fantasy que ça, beaucoup plus diverse, je veux dire. Mais si on fait du Medfan, on est obligé de savoir que Tolkien est là, et donc de réfléchir à son placement, à son traitement vis-à-vis des grandes figures du genre. Mais ça peut être une force créatrice, parce que à partir du moment où l'on, et ça c'est un truc de truand, mais écrivain est un métier de truand, à partir du moment où l'on connaît les codes, à partir du moment où l'on connaît les attentes plus ou moins conscientes du genre et du code, alors à ce moment-là, on peut les subir, ou alors on peut s'en emparer et essayer d'en faire quelque chose de novateur, de surprenant, et évidemment de continuer la littérature qui n'est qu'une grande conversation. Mais je parle de Tolkien là, parce que c'est l'influence de Tolkien. Je pourrais tenir un discours comparable, évidemment avec une envergure moindre, avec George Martin et Game of Thrones, qui a fait le succès qu'on connaît, avec Harry Potter, etc., avec un certain nombre de classiques. C'est finalement la question de l'auteur ou de l'autrice vis-à-vis du classique fondateur du genre, Tolkien ayant le cas particulier que, je pense, l'influence et le poids qu'il a dans la génération du genre me semble relativement unique par rapport dans le paysage littéraire. Il n'y a pas vraiment l'équivalent en science-fiction, c'est souvent Jules Verne, mais Jules Verne n'a pas le poids et l'influence sculptrice qu'a eu Tolkien. Donc c'est une conversation à avoir conscience de ça, et ensuite se dire qu'est-ce que moi j'en fais par rapport à ce que moi j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de faire. Bien, merci Lionel, ça me permet d'avoir un deuxième éclairage, je pense qu'on en a tous conscience. Je vais justement un peu creuser le sillon.
avais expliqué un peu la place de Tolkien pour les écrivains de fantasy, place un peu unique, y compris par rapport à l'histoire des autres littératures, c'est vrai. Je crois qu'il n'y a pas de comparaison en polar, en roman historique, etc. Même s'il y a des grands noms, il y en a pas mal, mais il n'y a pas cette stature incroyable qu'a Tolkien dans la fantasy, en particulier la fantasy épique. Néanmoins, pour creuser ce que vous venez de dire, vous disiez, il faut donc qu'un écrivain, bien sûr, se positionne, il faut bien qu'un écrivain surtout y réfléchisse, sinon il se contente d'être, on a cité Brooks, un épigone de Tolkien, et souvent moins bien. Bon, j'espère ne heurter aucun fan de Brooks. Voilà, en tout cas, bon, ça me paraît assez évident. J'ai lu les premiers Shannara, j'ai regardé le début de la série, et puis j'ai arrêté là. Voilà, on n'est pas obligé d'aimer tous les textes de littérature, les uns les autres, on a le droit d'avoir nos propres goûts, on a le droit de penser qu'il y a des écrivains qui creusent un peu trop des sillons de façon peut-être trop traditionnelle. Voilà. En tout cas, ce n'est pas votre cas, Lionel Davoust. Vous êtes donc lancé dans une série, comme je disais, le 5e volume arrive bientôt. Et vous, comment vous êtes-vous positionné? Est-ce que c'est justement en creusant aussi un sillon national, même si le mot aujourd'hui est un peu sulfureux, un sillon français, un sillon historique, c'est-à-dire en plongeant dans l'histoire du pays, et une histoire y compris qui dit quelque chose aux anglo-saxons, parce que la guerre de 100 ans, ça ne parle pas qu'aux Français, c'est l'intérêt. Est-ce que c'est ça qui vous a donné l'envie de parler de la guerre de 100 ans, de parler d'un personnage, d'une nouvelle Jeanne d'Arc? Est-ce que c'est ça qui vous a permis de prendre vos propres marques et raconter votre propre histoire? Alors oui, de manière générale, la littérature est une conversation, même si la réponse ou le dialogue n'est pas nécessairement, et que c'est pas forcément des guerres, façon bataille d'Hernani, etc. Il y a toujours une conversation, c'est-à-dire que quelque chose existe, et je pense qu'une grande majorité de créateurs-créatrices se disent qu'est-ce que je peux tirer, qu'est-ce que je peux apporter comme pierre à l'édifice. Et il y a eu effectivement, de ma part, dans Les Dieux Sauvages, 2 réflexions, une liée à Tolkien, et en fait une liée principalement à Game of Thrones et à certaines mouvances de la fantasy historique d'origine américaine au sens large, apparue sur la scène mondiale et en France, on va dire deuxième moitié des années 90 et années 2000, c'est que de manière générale, les littératures de l'imaginaire, comme la majeure partie des cultures populaires, sont d'origine anglophone. Mais à côté de ça, se fondent fréquemment sur un patrimoine culturel, mythologique et historique européen. Et il me semble que c'est quand même dommage qu'on laisse... moi j'ai souvenir, alors, histoire de vieux combattants, mais je dirigeais une revue de fantasy dans les débuts des années 2000, et j'avais eu la chance d'interviewer George Martin au téléphone before it was cool, et je lui dis ce que tout le monde sait aujourd'hui. Je lui dis à l'époque, je lui fais en gros Game of Thrones, quelle est votre inspiration? Et là, il me fait un énorme panégyrique sur le roi maudit. Maurice Druon, génial, incroyable, etc. Pour la petite histoire d'ailleurs, j'habite en Australie, je vais dans une librairie, pas de centre-ville, hein, vraiment de banlieue, et je vais au rayon imaginaire, parce que voilà, on va au rayon imaginaire, et je vois dans le rayon imaginaire Maurice Druon, en anglais, avec une couverture de Didier Graffen, plus fantasy tumeur, et avec un blurb, donc les 2 lignes de promo, signé George Martin, disant le Game of Thrones original. Wow. Je fais la vache, on peut rater un truc en promo en France. Mais donc il me dit ça et je me dis ah la vache, ces salauds d'Américains qui viennent piquer notre patrimoine historique, mais en même temps c'est vachement malin. Et du coup, je trouve de façon peut-être un peu chauvine que je trouve que finalement s'il s'agit de remixer, de parler, d'établir un dialogue avec les figures historiques, les Dieux Sauvages, c'est complètement fictif, c'est pas de la fantasy historique, ça se passe pas en France, mais bon, il y a un certain nombre de figures qui reviennent, figures connues, parce que ça me donne la liberté d'en parler. Je trouve que c'est mieux placé quand on est européen pour le faire. Deuxième truc, c'est que aussi par rapport aux Dieux Sauvages, dans ma part, c'était aussi ma manière très consciente et avouée de rendre mon hommage justement au grand modèle de la fantasy épique initié par Tolkien, c'est-à-dire le modèle de la quête, le modèle de l'élu, le modèle de la force du mal, le modèle de l'invasion du mal venant par-delà le monde, etc. Toutes ces figures-là, de la quête et tous ces trucs-là. Après, évidemment, c'était l'occasion de jouer avec. Votre élu n'est pas trop d'accord d'être une élue. Non, bah, ça commence par là, justement. Donc, et par rapport à la première question, il y a, je trouve, en tout cas dans Les Dieux Sauvages, il y a véritablement
cette volonté d'établir un dialogue avec les figures du genre. Ce qui me paraît d'autant plus intéressant en fantasy que la fantasy est un genre résolument moderne parce que elle s'inscrit dans le dialogue entre nos sensibilités contemporaines modernes et le monde enchanté, fantasy, magique qui nous est donné à dépeindre, qui relève de l'essence au sens large, qui relève de l'essence du conte et du mythe. Et c'est dans ce contraste, dans cet espace entre nous et nos sensibilités modernes avec nos smartphones, notre cloud, etc., et un mode de vie mythique ou magique, c'est là que le dialogue, qu'un dialogue inconscient s'inscrit, et que le genre existe. Ce qui, soit dit en passant, à mon sens, nous rend très responsables de ce qu'on représente dans nos mondes fantastiques. On arrive déjà au premier tiers de cette table ronde. On a déjà, je crois, bien déblayé notre sujet. Je voulais quand même, Pauline Loquin, avant d'aborder les questions proprement de traduction, vous demandez aussi votre avis, vous, jeune traductrice, qui vous frottez à Tolkien, comment vous voyez le maître? Comment je vois le maître? Moi, Tolkien, c'est vraiment un amour d'enfance. J'ai découvert, j'avais 11 ans quand les films de Peter Jackson sont sortis, la première trilogie, donc j'ai découvert les livres et les films en même temps. Donc ça a vraiment, ça m'a accompagné toute ma vie. Vraiment jusqu'à aujourd'hui encore, je continue à relire. Là, j'ai relu la communauté de Nano, enfin la fraternité de Nano. Je suis en train de finir le livre 2, là, comme je le fais tous les ans. Et donc pour moi, c'est plus, enfin c'est maître. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais c'est une figure qui alors, plane sur ma vie, oui, mais je dirais sur ma génération aussi. Je constate très bien que les gens qui ont la trentaine aujourd'hui, ils ont grandi avec les films, ils ont lu les livres. C'est une référence qui est fondamentale, même sans être particulièrement fan. Ils ont les références, ils ont les codes, ils savent qui est Tolkien. On leur dit Bilbo, on leur dit Frodo, ils voient tout de suite ce que c'est. Et rien que pour ça, je trouve que c'est incroyable qu'un auteur puisse marquer autant, une œuvre puisse marquer autant toute une génération, voire plusieurs générations. C'est une œuvre qui marque y compris les élus, puisque hier j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques élus et l'un d'entre eux, je ne citerai pas en public, m'a dit, prenant une comparaison, le Mordor. Et j'ai trouvé que ça prouvait l'ampleur de l'œuvre de Tolkien, c'est-à-dire que quand on est un élu qui s'intéresse à un festival qui se crée et se développe, eh bien, les références de Tolkien sont évidentes. J'ai trouvé que c'était intéressant et significatif, que c'est quelque chose qui transcende aussi l'ensemble des sujets d'intérêt, des responsabilités des uns et des autres et aussi des générations. Pauline Loquin, donc vous êtes traductrice et là, plus particulièrement, on vous a chargé, les éditions Christian Bourgoin vous ont chargé de réviser les traductions de Tolkien. Peut-être, avant que je pose ma vraie question, c'est quoi réviser une traduction ? On ne touche pas à la traduction qui a déjà été faite, on garde cette même traduction, mais on reprend notamment la nomenclature, puisque comme vous le savez peut-être, Daniel Lauzon, mon collègue, a retraduit le Hobbit et le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion. Donc du coup, il fallait harmoniser les noms propres pour que ça soit cohérent. Donc ça, c'était déjà une première étape extrêmement importante. Et ensuite, il faut savoir que par exemple, les Contes et légendes inachevées, qui a été republié l'année dernière, et donc j'ai révisé la traduction de Tina Jolas, il a été traduit il y a plus de 30 ans la première fois, et entre-temps, il y a énormément de sources, de textes sources qui ont été publiés dans l'histoire de la Terre du Milieu, des informations que les traducteurs de l'époque n'avaient pas. Donc il y a des petites erreurs sur le légendaire, mais ça tient vraiment à une méconnaissance des textes de Tolkien qui n'étaient pas encore accessibles à l'époque. Donc ça, il fallait remettre un peu quelque chose en place à ce niveau-là. Est-ce que c'est fréquent dans l'édition, Pauline Loquin, qu'on reprenne comme ça, qu'on révise les textes des écrivains? Et à quel moment ça surgit, ces demandes de révision des éditeurs en général? Alors ça, c'est fréquent, je ne sais pas si ça arrive. En fait, on a tendance à dire dans la profession que dans un monde idéal, il devrait y avoir une nouvelle traduction tous les 30 ans. Pas parce que l'ancienne est mauvaise, mais parce que la langue évolue, parce que les usages de la langue évoluent. Et donc du coup, c'est vrai que dans un monde idéal, ça serait bien que tous les romans soient retraduits régulièrement.
Et une nouvelle traduction ne supprime pas la précédente, ça coexiste, elles sont souvent complémentaires. Et c'est très intéressant justement d'avoir l'occasion de voir les différentes interprétations, parce qu'une traduction c'est aussi une interprétation d'un même texte par deux traducteurs différents. Et j'ai oublié le reste de la question. Non, c'était qu'est-ce que c'est justement ce travail de retraduction et pourquoi on décide de retraduire, de réviser une traduction à un moment donné. Ça peut être justement un effet de mode, une série qui sort sur un ouvrage et on va vouloir faire une nouvelle publication, une nouvelle édition et du coup on va en profiter pour retraduire l'ouvrage. Il peut y avoir énormément de raisons, mais souvent c'est vraiment parce qu'il y a un nouvel effet de mode, on parle de cet auteur, on célèbre la naissance, la mort. Une traduction vit comme un texte, parfois. Tout à fait, aussi. Parce que parfois le reproche qui est fait, en ce moment il y a plein de polémiques stériles, c'est la mode, le reproche qui est parfois fait aux retraductions, c'est que c'est fait pour atténuer, pour faire plaisir, pour éviter les problèmes, pour ménager les minorités, etc. On connaît ce discours. Et on pourrait prendre un exemple, alors là, vraiment emblématique, c'est Tintin. Je fais partie, et je pense qu'il y en a d'autres dans la salle, qui ont les facsimilés, c'est-à-dire les premiers Tintins. Et quand vous comparez les premiers Tintins aux Tintins d'aujourd'hui, vous regardez les dialogues, même si sur le fond on voit bien, mais je dirais qu'aujourd'hui c'est néocolonialiste, alors qu'à l'époque c'était haineusement raciste, enfin c'était indescriptible. Et qu'en effet ça ne passerait plus aujourd'hui. Ou en tout cas le texte provoquerait des réactions, et d'une bonne partie de l'opinion, qui ne s'imaginent pas quels étaient les dialogues d'origine, parce qu'ils lisent les textes qui ont été modifiés plusieurs fois. Là, ce n'est pas de la révision, ce n'est pas une traduction, et voilà. Donc, on n'est pas du tout pour Tolkien dans cette situation. Ah, pas du tout. C'est vraiment, par exemple, si je prends l'exemple du Seigneur des Anneaux, qui a donc été retraduit par Daniel Lauzon, Francis Ledoux, qui avait fait la première traduction, avait fait un très bon travail, mais il n'avait pas parfaitement saisi notamment les nuances entre les différents niveaux de langue. Et alors que Daniel Lauzon a vraiment travaillé là-dessus, et on sent bien, les Hobbits, ils parlent comme des Hobbits, et les gens du Gondor, ils parlent comme des gens du Gondor. Et c'est beaucoup plus effacé chez Francis Ledoux, parce qu'il n'avait pas pris en compte ce paramètre. Oui, parce que Tolkien est avant tout un linguiste. Absolument. Philologue. Oui, lui-même. Voilà. Quand on regarde, vous qui êtes l'une universitaire et l'autre est écrivain, quand vous regardez ce travail justement de retraduction, de révision des traductions, quel regard vous avez? Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder l'ancienne et la nouvelle? Ou en tout cas, en général, si vous ne connaissez pas ces deux versions du texte, est-ce que vous avez une opinion plus générale sur ces problématiques? Alors justement, le fait que Tolkien soit retraduit, c'est un des signes de plus de son importance en tant qu'auteur, même au-delà de la fantaisie. Alors il n'est pas le seul auteur de fantaisie à être retraduit. Assez curieusement, il y a beaucoup d'opérations de retraduction de textes de fantaisie plus anciens, tout simplement parce qu'ils sont ils sont libres de droit ou ils n'étaient plus accessibles. Et donc il y a beaucoup de traductions, vous le savez, d'intégrales, de mise à disposition de textes comme ça. Chez Nemos, Nemos en fait beaucoup. Voilà, il y a Calidor bien sûr, mais des retraductions, et quelquefois même Brashbone en fait aussi, des choses qui ne sont pas forcément considérées comme d'une haute qualité littéraire. Je sais pas, Dragonlance, donc de la ludique fantasy sur Donjons et Dragons, a aussi été retraduit. Il y a toujours quand même dans la retraduction une dimension de légitimation. C'est-à-dire qu'en retraduisant, on donne de la pérennité à l'œuvre. On pense sa durée. Justement, on la remet à jour pour un nouveau public et hop, pour une nouvelle génération, pour 30 ans de plus. Donc, il y a le désir de faire durer cette œuvre. Ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Parce qu'on dit souvent que la littérature populaire, entre guillemets, comme le sont les littératures de genre, elle n'est pas là pour durer. Elle dure souvent peu. Mais voilà, la retraduction, c'est vraiment un mouvement de pérennisation et de légitimation. Et Tolkien, évidemment, c'est le grand auteur de la fantaisie, donc c'est celui sur lequel on a le plus
communiquer, médiatiser cette vraie belle opération de retraduction par donc, le Québécois Daniel Lauzon. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a frappé. C'est Vincent Ferré disant on retraduit Tolkien comme on retraduit Dostoïevski. Voilà, le plaçant tout de suite dans un autre game de l'auteur, quoi. Le faisant sortir de la seule littérature de genre pour le mettre dans les très grands auteurs. Il est aussi question du passage de Tolkien dans la bibliothèque de la Pléiade. Ça fait 4-5 ans que ce projet est en cours, il aboutira sans doute un jour. Donc voilà, c'est vraiment un signe fort de la très grande stature qu'a acquis Tolkien. Et avec lui, il y a toute la fantaisie qui est tirée par ce biais-là. Tolkien, à la fois, il permet à chaque fois à la fantaisie de renouveler son grand succès public, avec les films de Peter Jackson, avec la série Les Anneaux de Pouvoir, enfin voilà, tous les 20 ans, on a un gros truc Tolkien qui remet un grand coup de projecteur dans les médias. Nous, on n'a pas besoin de ça, voilà, on est des grands amateurs, on suit la fantaisie tout le temps. Mais c'est vraiment à l'occasion de ces événements-là que tout le monde en parle. Donc c'est souvent Tolkien comme ça qui tire l'ensemble du genre. Et en plus, il la tire vers le haut, pas seulement vers le grand public, mais en disant à chaque fois, et il y a une vraie qualité littéraire derrière, ne l'oublions pas, c'est aussi un très grand auteur. Donc voilà, c'est ça qui me semble être dit derrière cette retraduction. Et par ailleurs, elle est très bien. Sinon, Pauline Lequin, quand on est une jeune traductrice, une jeune femme, et qu'on se voit confier par Christian Bourgoin, qui est quand même l'éditeur historique de Tolkien en France, le travail sur plusieurs volumes pour réviser les traductions de Tolkien, à moins que ça soit pour payer moins cher, c'est quand même très flatteur. Oui, c'est très flatteur, oui. Ça fait peur, comme je le disais, mais c'est très flatteur. Oui. Non, j'ai eu beaucoup de... Comment mettre à l'aise ton intervenant? J'ai été quand même bien entourée par Vincent Ferré, justement, et Daniel Lauzon aussi, qui a été toujours présent, moi, enfin, par échange d'emails pour m'orienter quand j'avais des doutes. L'équipe éditoriale chez Bourgois aussi a été là, donc c'est flatteur, c'est terrifiant, mais comme je le disais, j'étais vraiment portée aussi par un entourage professionnel qui était extrêmement présent et qui était très investi parce que passionné aussi. Et il savait que vous étiez une passionnée, vous connaissiez bien l'œuvre aussi, j'imagine. Oui. Voilà. Tolkien savit son œuvre au-delà donc des questions de révision, de traduction, mais qui sont importantes pour des œuvres majeures et même des œuvres qui durent en littérature, quel que soit le genre, encore une fois. Mais ce que disait Anne, je crois que c'est très juste, ça a été fait pour le polar, qui a été traduit n'importe comment après la guerre et qui a été révisé régulièrement, entre autres les grands auteurs américains de romans noirs. C'est le cas aujourd'hui encore pour la science-fiction, c'était le cas de Philippe K. Dick. On avait tronçonné ses œuvres, on les avait mal traduites, etc. Et c'est vrai aujourd'hui de toute une série d'auteurs et d'autrices d'il y a 30, 40, 50 ans, où on reprend, en effet, comme le disait Anne. Je peux détourner votre table ronde un instant, parce qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a une problématique qui est vachement intéressante avec Tolkien, qu'on n'a pas avec Raymond Chandler, qu'on n'a pas avec Dostoïevski. C'est que Dostoïevski n'a pas donné une licence, une IP, comme on dit aux États-Unis, une propriété intellectuelle, valant plusieurs millions. Et je trouve qu'il y a, moi, en tant qu'ancien traducteur, c'est des problématiques absolument fascinantes, parce que le rôle de Tolkien a une place dans l'imaginaire collectif, notamment rapport à la terminologie, qui entraîne des intérêts industriels, littéralement. Tolkien a entraîné du jeu de rôle, du jeu vidéo, du merchandising, etc. Et je suppose, d'ailleurs, c'est là que vient la partie détournement, et c'est une question que j'aimerais bien vous poser. Comment ça se passe vis-à-vis justement de tout, pourrions-nous dire, ce complexe militaro-industriel, du divertissement, de Hollywood, du jeu vidéo, etc., qui forcément, notamment dans les versions françaises, doivent s'appuyer sur une terminologie à jour
Et du coup, est-ce que vous avez des résistances, des gens un studio de Ubisoft qui dit non, on va pas changer ça parce qu'on est déjà en cours de développement, c'est bon, vous n'allez pas nous changer nos autographes, qu'est-ce qu'on s'en fout du respect de l'œuvre, etc. Est-ce qu'il y a ces logiques industrielles où en gros vous avez le merveilleux bonheur d'être... Oui, il y en a. Alors, j'ai pas les détails, mais j'ai pu remarquer, par exemple, dans les Anneaux de pouvoir, la série d'Amazon, ils ont choisi la terminologie de Daniel Lauzon pour les hobbits et les pieds velus. Et non pas celle de Francis Ledoux. Mais ça, c'est vraiment un choix qui va être spécial à chaque fois. Enfin, c'est vraiment cas par cas. J'ai pas joué au dernier jeu qui traite de Gollum, donc je sais pas du tout comment ça a été traduit à ce niveau-là, s'ils ont quelle traduction ils ont pris. Mais oui, c'est vraiment du cas par cas. Et on le voit aussi quand on lit des articles de presse, certains journalistes prennent la terminologie de Ledoux et d'autres celle de Daniel Lauzon. Donc on n'a pas notre mot à dire vraiment là-dessus. Quand même, est-ce que vous êtes parfois, quand vous faites de la traduction, de la révision de Tolkien, sur des projets justement de jeux ou de séries, est-ce que vous pouvez, pour les versions françaises, être sollicité pour faire du sous-titre, par exemple? On ne me l'a jamais proposé. Après, le sous-titrage, c'est encore une autre activité qui n'est pas exactement la même que traduire un roman. Moi, j'en ai fait un petit peu, mais voilà, ça ne s'est jamais présenté. Et pourquoi pas. Bien, on a abordé ces questions. On va peut-être maintenant, évidemment, sa vie, son œuvre, c'est vaste. Donc, on va essayer peut-être dans une autre partie de notre conversation de la resserrer. Anne Besson, peut-être qu'on peut creuser justement. Qu'est-ce qui fait de Tolkien un auteur aussi important en fantasy, en littérature, et qu'est-ce qui fait que Tolkien est toujours aussi lisible aujourd'hui? Il ne vieillit pas au niveau de son lectorat, il y a toujours des jeunes lecteurs passionnés, il draine les foules dans les salles de cinéma, il passionne pour les jeux, les séries, évidemment, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui fonctionne. Qu'est-ce qui fait cette permanence? Le fait que il y a des auteurs qui vieillissent, qui finissent par disparaître, ou du moins devenir marginaux. C'est pas du tout Tolkien, on a l'impression qu'il est, entre guillemets, éternel. Alors, il y a plein de possibilités de réponses à cette question, donc vous aurez sans doute vos propres réponses. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait qu'il s'appuie sur des choses immémoriales, il construit un monde et il refuse les analogies directes. Je vais essayer de développer rapidement ces trois éléments. Il s'appuie sur une connaissance extrêmement approfondie qu'il a en tant que spécialiste universitaire du Moyen-Âge, donc essentiellement des langues, donc philologue, mais voilà, il s'est intéressé à absolument tout ce qui est texte et culture de tout le nord-ouest de l'Europe, donc vraiment anglo-saxon, monde germanique, monde celte, etc. Donc il reprend l'ensemble de ces connaissances telles qu'elles sont assez récemment découvertes, à son époque redécouvertes, avec passion. Et il en fait quelque chose de tout à fait original, singulier, qui aujourd'hui est absolument diffusé, mais à son époque est totalement original. D'autres ont repris d'autres bouts, etc. Mais la synthèse qu'il fait, elle est complètement originale. Et en même temps, on voit bien tout ce qu'elle a de familier. Tout le monde, en lisant Tolkien, reconnaît des bouts de sa propre connaissance du Moyen-Âge français, ou du Moyen-Âge anglais, ou du Moyen-Âge germanique, scandinave, etc. On sent bien que derrière cette histoire, c'est infiniment profond. C'est aussi ce qu'on ressent vis-à-vis du monde qu'il a construit. Le Seigneur des Anneaux, ou le Hobbit à plus forte raison, ne sont que des petits morceaux d'un monde extrêmement vaste, dont les annexes du Seigneur des Anneaux sont ce qu'on découvre en général en premier, et parfois on s'arrête là, souvent, on n'est pas obligé d'aller lire ensuite tout History of Middle-earth ou même le Silmarillion, qui permettent d'en savoir plus. Mais on sait à travers ces annexes, et puis si on se renseigne un tout petit peu sur Internet aujourd'hui, à quel point, pareil, il y a plus derrière le livre, il y a tout un monde, il y a un infini travail extrêmement méticuleux sur les calendriers, le lexique, l'historique extrêmement long de cet univers, etc. Donc ça, c'est une deuxième chose. On a l'impression
on n'a pas fait le tour. On peut continuer à creuser. Il y a cette profondeur réelle de l'univers, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font du world building, c'est très à la mode, etc. Mais souvent, ça reste un peu superficiel, tout simplement parce que ça demande un boulot de dingue et un temps fou pour atteindre cette stratification profonde. Donc là, voilà, le fait que Tolkien ait passé sa vie à travailler là-dessus, s'appuie sur tant de sources, et puis que nous, on ait aussi 50 ans de recul, et que donc il y ait beaucoup de gens qui, à leur tour, travaillé dessus, et ben, ça permet d'avoir ce matériau qui semble presque infini. Et puis, il a refusé, c'était mon troisième point, de s'attacher trop précisément à des éléments d'actualité. Quand Le Seigneur des Anneaux sort, je le rappelle, c'est après la Seconde Guerre mondiale, on lit cette histoire comme une allégorie de la Seconde Guerre mondiale. L'anneau, ce serait la bombe nucléaire, je l'utilise pas, c'est l'arme ultime. Voilà, si je peux détruire mes ennemis avec, en jouant là-dessus, je vais prendre des chemins détournés. Tolkien dit, mais pas du tout. Quoi. Les orques ne sont pas des communistes, les communistes ne sont pas des orques. Voilà, je refuse toute lecture allégorique de mon œuvre. Alors que dans les années 60, ça c'est reparti, l'herbe à pipe, c'est la fumette, le complexe militaro-industriel, c'est Sauron et Saruman, et les bons sont du côté de la nature et du pacifisme. Et en fait, à chaque génération comme ça, on peut, et d'ailleurs, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, voire Mélanie aujourd'hui, trouver comme des messages chez Tolkien en se disant c'est ça qu'il a voulu dire. Or, voilà, il a voulu dire peut-être l'ensemble de tout cela et rien de tout cela. Lui seul détient la clé, c'est aussi une des phrases qu'il a données. Donc voilà, il a refusé d'attacher son œuvre à une actualité et ça lui donne un côté justement comme ça éternel, ça lui permet de durer parce qu'on peut chacun y voir notre actualité. Oui. Il s'adresse à tous les lecteurs et il refuse une lecture trop simpliste, trop évidente de l'œuvre. C'est ça, il ouvre le symbolisme au maximum. Et il refuse aussi l'utilitarisme de la littérature. Qui parfois, dans certains courants politiques, aussi bien à l'extrême droite que parfois dans certaines traditions de gauche, l'utilitarisme, c'est-à-dire l'œuvre doit servir le but du parti, de l'État, etc. Et on sait que c'est toujours un problème. Et je pense que Tolkien, quoi qu'on puisse ensuite discuter, c'était indéniablement un conservateur, on peut le dire, c'est pas un scandale, mais en tout cas, le voir comme un fasciste, ça c'est une absurdité aussi. Ça, on le sait, il a été très clair vis-à-vis du Troisième Reich, il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Lionel, une remarque? J'aime beaucoup, bien sûr, ce que Anne vient de dire. Alors moi, j'ai une légère... moi, j'ai un biais personnel qui est que j'ai tendance à placer... Enfin, j'ai pas tendance, je place la narration au-dessus du world building. Pour moi, l'histoire prime sur le world building de manière générale, parce qu'on est là pour raconter des histoires. Cependant, sur l'immortalité de Tolkien et de son œuvre, en fait, je vais répéter bêtement un peu ce qu'elle dit. C'est aussi une grande histoire. Mais j'aime beaucoup ce que vous disiez sur l'histoire archétypale, mais refusant les facilités, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'une histoire fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'une histoire nous parle et a un succès du type de celle de Tolkien ou toutes les grandes histoires de l'humanité, c'est justement parce qu'elle distille quelque chose d'essentiel, de fondamental, elle distille quelque chose de vrai en fait. Et c'est dans sa concision et sa simplicité, dans la mise en scène, qu'elle va toucher le plus grand nombre. Cependant, si c'était ça, on aurait écrit 15 bouquins à peu près au début de l'histoire de l'écriture et qu'on aurait fini. Alors on pourrait dire que peut-être c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, mais c'est un trop vaste sujet. Cependant, mais derrière la grande œuvre est à la rencontre justement entre cette distillation de l'intemporel, du fondamental, du vrai, du beau si carrément vous êtes platonicien ou platonicienne, mais à côté de ça, distillé par le regard et l'unicité et la couleur et l'originalité de la personne. La blague, comme on dit, que dit le monde éditorial américain quand il reçoit des bouquins? We want more of the same but different. On veut la même chose mais pas pareil.
Et Tolkien est à cette cristallisation-là, justement, de quelque chose de fondamental, de beau, de vrai, justement par son travail profond sur la mythologie, sur les contes, donc un terreau très fondamental à l'humanité qui lui-même est éternel, puisque les histoires des contes, tout en étant constamment remixées, touchent à quelque chose de fondamental. Mais avec tout le travail, là pour le coup, de world building, de construction, d'originalité dans la narration. Et c'est cette rencontre et cette alchimie qui est absolument, je pense, imprévisible, parce qu'on est le jouet de beaucoup de choses qui nous dépassent quand on écrit, quand on crée, qui des fois se place et la rencontre se fait et c'est le bon moment, etc. Je trompe peut-être, mais je pense que Tolkien n'avait absolument pas cette ambition. Tolkien faisait ce qu'il avait envie de faire, mais c'est probablement par le fait qu'il faisait de tout cœur ce qu'il avait envie de faire, c'est ce qui peut-être lui a justement permis d'être d'autant plus universel, parce qu'il l'a fait avec toute la sincérité qu'il avait. Justement, Pauline Lequin, à la fois comme traductrice et comme fan, il ne faut pas avoir honte de le dire, de Tolkien, comment vous voyez les choses? Comment les choses par rapport à son immortalité ou... Oui, qu'est-ce qui fait qu'une telle œuvre vous passionne autant que d'autres fans de fantasy d'autres générations? Je dirais qu'il y a un point qui me paraît très important, c'est aussi la richesse, justement, on parlait de world building. Chacun et chacune peut y trouver quelque chose. Ça peut être les langues, ça peut être les dessins, puisqu'il a aussi illustré son travail, ça peut être les cartes, ça peut être l'histoire des anneaux de pouvoir, ça peut être l'histoire des elfes, ça peut être... En fait, il y a tellement de manières d'aborder son œuvre et tellement de facettes très différentes que je pense que n'importe quelle personne peut trouver chaussure à son pied, j'ai envie de dire, en fouillant un peu dans les annexes, même dans le Silmarillion, une œuvre qui peut faire un peu peur quand on la connaît pas, mais en fait on peut lire les chapitres de manière presque séparée ou dans des ordres, c'est pas grave parce que l'histoire, dans le Silmarillion, c'est vraiment un ensemble de légendes du premier âge, et donc c'est pas forcément nécessaire de le lire dans l'ordre chronologique. Donc il y a cette liberté des lecteurs et des lectrices de pouvoir se promener vraiment littéralement en terre du milieu en choisissant quelle facette de l'œuvre ils préfèrent aborder. Dernière chose qui m'est venue, qu'on n'a pas, parce que dans toute notre balade d'éloges, on n'en a finalement pas parlé, et ça a l'air un peu gnangnan, mais je pense que c'est très très important pour l'attachement qu'on a à l'œuvre de Tolkien, c'est les valeurs morales. C'est un texte qui nous parle aussi à tous et qui continue à faire écho en nous, parce que c'est un texte qui parle d'espoir. Qui parle de traverser la nuit et de continuer à compter les uns sur les autres, de continuer à croire en la valeur de l'humanité. Là où, au contraire, un texte comme celui de Martin va aller complètement à l'inverse et va aller creuser la noirceur humaine. Tolkien, moi j'aime vraiment ça chez lui. C'est porté par sa foi chrétienne, mais il y a quelque chose de lumineux chez Tolkien. Et c'est aussi une des choses qui, je pense, lui explique l'attachement très particulier qu'on a vis-à-vis de cette œuvre. Et c'est quelque chose qui peut lui être reproché, mais qui, je pense, lui permet de durer, cette foi en la nature humaine qu'il porte. Malgré une certaine noirceur dans l'œuvre, mais malgré tout, on y fait une œuvre lumineuse et une œuvre optimiste, finalement. Et une œuvre qui met en avant la coopération. C'est ça, tout à fait. Tolkien, il théorise le fait que la fantaisie doit bien finir. Il appelle ça le catastrophe, EU catastrophe, la bonne catastrophe. Donc c'est le renversement final qui fait que, alors que tout semblait perdu, eh bien les aigles arrivent, celui qu'on pensait perdu, Gollum, va sauver les choses, etc. Les petites pierres s'accumulent et finissent par faire la grande avalanche. Et donc voilà, ça doit bien finir. C'est la joie qui est au-delà des portes du monde, qui est ainsi indiquée. Finalement, un courant qui n'est pas en fantasy mais en science-fiction comme le punk, finalement, n'est pas si loin, même s'il est très différent dans la forme, mais quelque part aussi redonner de l'optimisme au récit
et aux perspectives que le récit ouvre, Ouais, y compris dans des périodes post-apo ou pré-post-apo, comme les nôtres. On parlait de son œuvre beaucoup, mais il nous reste encore un peu de temps, donc quelques mots peut-être justement, commencer à l'aborder sur la vie, c'est-à-dire l'écrivain, ses convictions, qu'est-ce qu'il faisait agir. On vient de parler de sa foi chrétienne, on ne va pas développer, mais c'était important de le dire, ça c'est un élément. Il y a aussi la rencontre avec la Première Guerre mondiale, clairement. C'est quelque chose qui a pesé, j'ai l'impression, dans son œuvre. Enfin, c'est dit par le biographe. Oui. Alors lui, il traverse la Première Guerre mondiale et ensuite son fils est mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis qu'il finit d'écrire le Seigneur des Anneaux. Donc c'est vrai que c'est un texte qui est écrit entre deux guerres. Et donc le message d'espoir et le récit de la guerre, de cette apocalypse du combat contre le mal dont il fait le récit, s'appuie effectivement sur du vécu, de l'historique et du générationnel. C'est-à-dire que voilà, toute sa génération a traversé ça. Lui-même, il a perdu tous ses meilleurs amis durant la bataille de la Somme à laquelle lui-même participe. Donc effectivement, c'est une personne qui a été lourdement frappée par le deuil dans ses jeunes années et qui a vu ce que la guerre faisait à une génération et puis à deux générations, puisque la guerre revient alors même qu'il est en train d'écrire ce récit. Il y a une petite question qui m'a toujours un peu tracassé ou interrogé. Comment se fait-il, mais ça n'a pas de rapport direct, mais quand même je voulais la poser, vous qui connaissez bien Tolkien, comment se fait-il que quelqu'un qui, comme Tolkien, à cette époque-là, est un universitaire et brillant et reconnu, peut-il écrire ce qu'il écrit, de la fantaisie, des récits d'aventure, y compris plutôt pour jeunes, comme le Hobbit, sans avoir de problème particulier, bien au contraire, avec l'institution universitaire. Imaginons un universitaire français qui aurait fait la même chose à la même époque, je ne suis pas sûr qu'il aurait été aussi bien reçu. Alors, a-t-il été si bien reçu que ça? Alors, moi, je trouve que ça vaudrait vraiment le coup de réécrire une biographie de Tolkien, parce que la biographie qu'on a de Carpenter, elle est vieille et elle est très biaisée. On sait qu'elle n'est pas tout à fait exacte. Il y a des choses dont on sait qu'elles sont contestables. Donc ce serait vraiment bien si quelqu'un veut s'y mettre. C'est un gros travail, les biographies, mais il y a vraiment largement de quoi faire. A priori, ça n'a pas été... Alors, les universitaires, je peux en témoigner, on est très libre de notre temps. On en fait un peu ce qu'on veut, à part des trucs qu'on doit faire, sinon... moi je fais de la vulgarisation, on peut aussi écrire des romans. Et donc c'était juste un peu pris de haut, a priori. Voilà, les gens disaient, bon alors ils s'amusent quoi, ces petits amusements. Donc c'était pas du tout pris au... Ils ne considéraient pas du tout qu'il était en train de faire, que ses collègues ne considéraient pas qu'il était en train de faire une grande œuvre, et considéraient a priori plutôt que ça le détournait d'un travail important de philologue qu'il aurait pu donner à la communauté et pour lequel il a beaucoup moins fait que ce qui pouvait être attendu de lui en début de carrière. Il a relativement, pour un universitaire, peu publié, peu édité. Il a une carrière universitaire qui a été un peu rognée par son choix de se consacrer à sa vie familiale, qui était aussi très importante pour lui, et à sa vie d'enseignant, et à sa vie de romancier, de créateur de son propre monde, plutôt que de travailler sur les textes médiévaux qu'il était censé éditer. C'est un éclairage sur un personnage. On est tout à l'heure conservateur, mais aussi des côtés sympathiques. Tolkien, qui peuvent évidemment le rapprocher de nous aujourd'hui. Il reste quelques minutes. Peut-être que vous avez quelques questions à poser à nos invités pour vous en dire plus sur Tolkien, sa vie et son œuvre. J'ai cru comprendre qu'il écrivait beaucoup aux gens, il répondait aux lettres énormément, et il écrivait énormément, c'était des lettres de 12 pages pour une seule personne. Est-ce que tout ce fond de lettres et puis de correspondance à des collègues peut-être n'a toujours pas été utilisé pour travailler justement cette nouvelle biographie? En tout cas, la correspondance existe en langue anglaise. Je crois en français aussi. Vincent Ferré et Delphine Martin ont publié la traduction, traduit les lettres de Tolkien qui avaient été du coup éditées par Carpenter et Christopher Tolkien. Même que la biographie. Voilà. Il a travaillé là-dessus. Voilà, et Christopher Tolkien, le fils de J.R.R. Tolkien, qui l'a accompagné dans ce travail. Il reste des lettres qui ne sont pas publiées. Alors il y a tout ce qui est privé, qui est d'ordre privé, que la famille n'a pas voulu, pour
des raisons évidentes, montrées au grand public. Et je crois qu'à la Marquette, il en reste peut-être quelques-unes aussi. Oui, c'est une sélection. Ouais, c'est une sélection qui a été éditée. C'est ça, mais qui sont accessibles pour les recherches. Pour la recherche. Personne d'autre? Vous êtes écrasé par le maître? Vous savez déjà tout. Vous avez été trop éloquent. Peut-être pas vraiment une question, mais peut-être une remarque, c'est que techniquement, on est dans le thème de la traduction. C'est vrai que nous, la littérature de science-fiction, de fantasy, comme vous disiez, on est dans de l'anglo-saxon. Donc nous, on a toujours le biais du traducteur, qui est une personne qui a ses biais lui-même. Je reviendrai toujours sur le cas célèbre qu'on a eu pendant longtemps de Howard, qui à sa mort, Sprague de Camp a réécrit, a massacré, parce que le Conan qu'on a connu en 83 dans le film, c'est Schwarzenegger, alors que c'était pas tout à fait le Conan d'origine, qu'il a fallu attendre 2009 pour avoir une retraduction de Conan. Mais c'est vrai que nous, à notre niveau, francophone, qui parfois on ne va pas manier la langue anglaise, on a toujours cet écueil du traducteur. Et c'est vrai que, oui, même une traduction, peut-être oui, c'est vrai, tous les 30 ans, c'est toujours intéressant. Et le bibliothécaire que je suis est content de se dire qu'au bout de 30 ans, avoir une ressortie du livre avec une nouvelle traduction. Un autre exemple, on n'est pas dans la fantasy, Neuromancien, retraduit. Je l'ai lu déjà 2 fois avant, les anciennes versions, la nouvelle version. Je me suis pincé, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas le bouquin que j'avais lu. Voilà, c'est hallucinant. Le travail du traducteur est toujours important. Et puis, oui, vive Tolkien. Et puis après, soyons matérialistes, il faut aussi payer les traducteurs, parce que voilà, ça fait partie aussi des garanties d'avoir un minimum de qualité. Parce que quand les gens, il ne faut aussi pas leur jeter la pierre, étaient parfois payés en lance-pierre, le travail n'était pas toujours estimé, et pour gagner leur vie, il fallait qu'ils aillent vite et qu'ils répondent aux demandes de leurs éditeurs. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un peu plus de respect pour cette profession, en tout cas ça commence, et j'espère que ça va se poursuivre parce que c'est un vrai enjeu collectif. La qualité des textes étrangers dépend beaucoup des traductions, et je pense à mon ami Eric Bourri qui, pour les textes des langues nordiques, est un de ces grands traducteurs qui apporte beaucoup à la littérature, et j'en profite pour remercier cette corporation et vous dire qu'on se reverra dans d'autres festivals et dans celui-ci, j'espère, pour parler aussi de traduction, parce que ce sont des enjeux importants pour tous les amateurs de littérature. En tout cas, merci. Un dernier mot? Oui, peut-être une petite question. Si vous pouviez dire quelques mots sur le rôle très important et visiblement décisif de son fils Christopher dans l'œuvre de Tolkien. Oui, alors, donc, je crois que je n'ai plus le micro, mais donc oui, Christopher Tolkien, donc dès la mort de son père, entreprend la première entreprise massive qui est de enfin faire publier le Silmarillion, sur lequel son père travaille depuis bien longtemps et pour lequel il n'est jamais parvenu à un résultat qui le satisfasse entièrement. Bon, donc, une première étape sur cette édition du Silmarillion, dont lui-même dit que c'est une première étape. Et ensuite, Christopher Tolkien a à son tour consacré sa vie à publier son père, au point qu'aujourd'hui, la bibliographie de Tolkien est infiniment plus importante qu'elle n'était à sa mort. C'est-à-dire que le travail posthume, le travail de la deuxième génération, a mis au jour une masse de textes bien plus importante que ce que Tolkien avait pu produire de lui-même. Et Vincent Ferré, actuellement, travaille vraiment à une réhabilitation de ce travail, au point de considérer Christopher comme un co-auteur. De pouvoir mettre que c'est de J.R.R. et Christopher Tolkien, parce qu'effectivement, son travail sur les matériaux laissés par son père est vraiment d'une telle importance qu'on a quelque chose effectivement de l'ordre d'un second auteur. Il faut le préciser. Je vous remercie de nous avoir permis de le faire. On a respecté le timing parce qu'il y a d'autres tables rondes, donc il va falloir qu'on cède la salle. Et en tout cas, c'était un bonheur. Merci Pauline Loquin, Anne Besson.
night is falling. You've come to journey's end. Sleep now, dream of the ones who came before. They are calling from across the distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away, safe in my arms. You're only sleeping. What can you see? On the horizon, why do the white gulls call? Across the sea, a pale moon rises. The ships have come to carry you home. Dawn will turn to silver glass, a light on the water, all souls pass, hope fades into the world of night, through shadows falling out of memory and time. Don't say we have come now to the end. White shores are calling. You and I will meet again, and you'll be here in my arms, just sleeping. What can